Un policier menotte un vieux Navy Seal noir à la retraite au tribunal. Quelques secondes plus tard, il fait chavirer toute la salle. Les portes en chêne s'ouvrirent en grinçant, et la pièce se transforma en un silence haletant, comme si l'air avait été aspiré des poumons de chacun. Tous les regards se tournèrent vers le garçon, petit, silencieux, à l'ombre du bois imposant derrière lui. Il ne s'arrêta pas sur le seuil, bien que ses pas avançaient lentement, chaque pas résonnant plus fort que le précédent dans la salle caverneuse. Cairo Bennett, 14 ans, se déplaçait comme quelqu'un qui connaissait le jugement, comme quelqu'un qui avait déjà appris à traverser le feu sans cligner des yeux. Il portait un sweat à capuche trop grand, bleu foncé, effiloché au poignet, qui pesait lourd sur ses fines épaules comme une armure. Les manches engloutissaient ses mains et l'ourlet effleurait le haut de ses baskets éraflées. Sa tête restait légèrement inclinée, non pas en signe de soumission, mais de calcul, comme s'il observait le champ de bataille sans même lever les yeux. Il ressemblait à un enfant, mais à cet instant, quelque chose en lui figea même les gardes du tribunal. Il n'y avait aucune trace de panique dans ses mouvements, aucune protestation, juste un calme trop inquiétant pour un garçon accusé de crimes fédéraux. Derrière lui, il n'y avait rien. Pas de père serrant une épaule tremblante, pas de mère sanglotant dans un mouchoir, pas de frère aîné fusillant l'accusation du regard avec une rage à peine contenue. L'espace où aurait dû se trouver la famille était vide, ostensiblement vide, et ce vide l'accompagnait comme une ombre. Personne ne le revendiquait, personne n'avait osé franchir les mêmes portes que lui, et pourtant, il y allait quand même. La galerie des médias se penchait en avant comme attachée à un fil, des rangées de journalistes, le bloc-notes à moitié plein et les yeux écarquillés par l'adrénaline. Certains murmuraient des théories, d'autres tapaient furieusement, imaginant déjà les gros titres du lendemain. Le garçon jugé pour terrorisme. L'adolescent noir accusé de cyberespionnage contre le gouvernement des États-Unis. L'enfant d'East Harlem qui avait piraté des dossiers militaires classifiés baptisés Opération Granite Dome, des dossiers si profondément enfouis que la moitié du Pentagone ignorait leur existence. Pour le gouvernement, c'était une question de sécurité nationale. Pour les médias, c'était un spectacle. Pour les spectateurs de tout le pays, c'était de la peur transformée en indignation digeste. Et pour Cairo, c'était tout autre chose. C'était une question de survie. C'était la vérité. Il se dirigea vers la table de la défense sans lever les yeux vers le banc du juge. Ce banc se dressait haut, encadré d'un sceau gravé dans le marbre. Et assis derrière lui se trouvait le juge Horace Kellerman, un homme surnommé dans les milieux juridiques le « marteau dans la robe ». Regard froid et mâchoire de granit, Kellerman avait servi sous 4 présidents, chacun louant son dévouement indéfectible à la loi et à l'ordre. Mais ses éloges avaient une certaine régularité. Il penchait résolument pour l'accusation, surtout dans les affaires à enjeux politiques. Son nom avait surgi à voix basse après une décision controversée sur les droits des détenus, mais rien n'avait jamais marqué. Maintenant, il fixait le garçon comme s'il évaluait déjà la durée de sa peine. Cairo s'assit enfin, les genoux pliés comme des bâtons trop serrés. Xavier Maris, assis à côté de lui, ne parla pas. Il se contenta de jeter un coup d'œil au garçon, l'expression indéchiffrable. Xavier l'observait depuis qu'il avait franchi ses portes, guettant non pas la peur, mais des fissures, la moindre lueur de panique. Au lieu de cela, il vit quelque chose de plus net. Le calme. Un silence qui semblait anormal pour quelqu'un qui risquait une peine de prison à vie, peut-être pire. Et pourtant, Xavier comprenait maintenant quelque chose. Ce garçon n'était pas ordinaire. Il n'était pas un nom de plus enterré dans un registre. Il y avait une raison pour laquelle il voulait l'enterrer vivant. Xavier Maris savait ce que c'était que d'être enterré. Autrefois, avocat fédéral renommé, son nom avait fait la une des affaires dans tout le pays, jusqu'à ce qu'il choisisse une bataille trop importante. Une affaire impliquant des lanceurs d'alerte, des prisons secrètes et une commission du Congrès qu'il a mis sur liste noire du jour au lendemain.
Déshonoré et radié du barreau dans 3 États, il s'est fait un nom comme défenseur public, acceptant des dossiers que personne d'autre ne voulait aborder. Il pensait que plus rien ne pourrait le surprendre. Mais lorsque le dossier de Cairo Bennett a atterri sur son bureau, scellé et signalé pour autorisation d'accès, il a senti un frisson familier lui parcourir l'échine. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Et puis sont arrivées les déclarations liminaires. L'accusation s'est levée, menée par Marshall Drenning, un homme qui se tenait comme un présentateur de journal télévisé jouant le rôle d'un croisé. Son costume était impeccable, son ton posé et son indignation parfaitement polie. Il a dépeint Cairo comme un danger pour la société, un jeune radicalisé manipulé par des forums extrémistes en ligne, quelqu'un qui a sciemment infiltré les systèmes de défense dans l'intention de démanteler les infrastructures nationales. Des mots comme infiltration, espionnage, sympathisant terroriste ont rempli la salle d'audience. Il a désigné Cairo uniquement comme l'accusé, sans jamais prononcer son nom. Pour lui, Cairo n'était pas un enfant. C'était un symbole, une menace, un outil pour servir les ambitions de Drenning, probablement une future candidature au poste de procureur général de l'État ou à un siège au Congrès. Cairo n'a pas bronché pendant tout ce temps. Il n'a pas scié lorsque le mot « traître » a été prononcé. Il n'a pas baissé la tête lorsqu'une image projetée derrière le procureur montrait une capture d'écran truquée de lui devant un clavier, les doigts tendus comme s'il était prêt à lancer un missile. Il resta immobile, comme un garçon qui avait déjà vu le pire et appris à y faire face. Xavier écoutait, la fureur au ventre. Il avait déjà combattu des procureurs, mais la performance de Drenning ne se résumait pas à une simple argumentation. Il s'agissait d'un assassinat. Caractère, mobile, identité, tout était décortiqué devant les caméras. Et pourtant, il se tut. Il était trop tôt pour frapper. Il devait voir jusqu'où le gouvernement irait, jusqu'où il était prêt à pousser le mensonge. Ce que la salle ignorait, ce que même Xavier ne comprenait pas pleinement, c'est que cette affaire n'avait jamais vraiment concerné Cairo. Il s'agissait de ce que le garçon avait vu, ce qu'il avait découvert enfoui sous pare-feu après pare-feu, des couches de fichiers chiffrés et des chaînes de journaux anonymisés. Il avait déterré quelque chose destiné à rester caché à jamais. Quelque chose de plus vieux que son époque et de plus sombre que quiconque osait l'imaginer. Et maintenant, au lieu de taire la fuite, l'État avait décidé de faire un exemple du garçon qu'il avait découverte. Devant le palais de justice, des SUV blindés bordèrent la rue. Les agents fédéraux maintenaient un périmètre si serré que même la circulation avait été déviée. Une manifestation s'était formée au loin, d'abord modeste, mais grandissait d'heure en heure. Des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Laissez parler le jeune garçon » et « Lanceur d'alerte, pas terroriste » claquaient au vent. Certains brandissaient la photo de classe de Cairo, une image granuleuse d'un élève de 5e souriant en chemise d'uniforme. Un contraste saisissant avec le garçon maintenant assis, silencieux, au tribunal. Mais les agents à l'extérieur n'étaient pas là pour le protéger. Ils n'étaient pas là pour garantir un procès équitable. Leurs ordres étaient discrets, transmis par des notes intraçables et des appels téléphoniques chuchotés. Si l'affaire s'éclaircissait, si la vérité commençait à éclater, ils devaient y mettre fin, par tous les moyens nécessaires. Et quelque part, dans un bureau sous Capitol Hill, un haut fonctionnaire regardait la retransmission en direct, les doigts croisés et la voix tendue. Il fit un signe de tête à un homme debout dans l'ombre. Des plans d'urgence étaient élaborés en temps réel. Dans la salle d'audience, Cairo leva enfin les yeux. Ils n'étaient pas emplis de peur. Ils observaient, calculateurs. Non pas le regard d'un garçon brisé par le poids de l'État, mais celui de quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec ce qui allait suivre. Parce qu'il comprenait quelque chose que le tribunal n'avait pas encore compris. Il ne l'avait pas enfermé ici avec eux, il s'était enfermé avec lui. La deuxième semaine du procès s'ouvrit sous un ciel gris de ceux qui semblaient envelopper le palais de justice de prémonition. À l'intérieur,
L'air était plus vicié qu'avant, chargé de tensions et de soupçons non exprimés. Ce qui avait autrefois semblé être un spectacle médiatique de grande envergure se transformait maintenant en quelque chose de bien plus volatile. Un courant d'incertitude crépitant traversait la salle, alimenté par des incohérences et un garçon qui refusait de s'effondrer. Cairo Bennett était assis immobile à la table de la défense, aussi indéchiffrable que jamais, le regard fixé non sur le juge, ni sur le jury, mais sur un point fixe au plus profond de lui-même. Un silence qui était devenu à la fois un bouclier et un miroir, reflétant le chaos qui l'entourait sans le laisser pénétrer. La salle d'audience s'est penchée sur les preuves numériques. Des chaînes de traces binaires et d'horodatage de données, des journaux d'adresse IP, des fenêtres d'accès aux serveurs, des signatures de terminaux distants. L'agent spécial Drew Halston, expert judiciaire du FBI, est monté à la barre, l'air assuré, les diapositives préparées. Il a présenté au tribunal la prétendue signature numérique qui avait conduit les enquêteurs fédéraux à Cairo. Sa voix était posée, ses arguments répétés, et pendant un instant, il a semblé que l'accusation avait repris pied. Jusqu'à ce que Xavier Maris se lève pour le contre-interrogatoire. Xavier, le costume légèrement froissé et les yeux cernés par des nuits blanches, s'est approché avec la lenteur posée d'un homme qui pose des pièges. Ses questions étaient chirurgicales, posées sans hâte, et juste assez percutantes pour que le témoin ne s'en aperçoive que trop tard. Il a demandé à Halston de clarifier les horodatages des serveurs, d'abord la connexion initiale, puis la faille de sécurité, et enfin le moment où le transfert de données a commencé. L'expert a légèrement remué sur son siège. Xavier lui demanda d'expliquer pourquoi les journaux d'adresse IP transmis par le FBI avaient été horodatés 27 minutes avant la prétendue violation. Un silence se répandit dans la salle d'audience comme de l'encre dans l'eau. Halston trébucha, manipula les documents imprimés à la barre, puis tenta d'expliquer cela par une erreur de synchronisation. Mais les jurés l'observèrent maintenant. La presse aussi. Xavier insista plus fort, la voix se crispant juste assez pour faire penser à du sang dans l'eau. Il se pencha et demanda presque rhétoriquement si l'explication la plus plausible était que quelqu'un au sein de l'agence avait fabriqué les journaux après coup, omettant de régler correctement l'horloge du système lors de l'introduction des preuves. L'accusation s'y opposa. Le juge Kellerman n'hésita pas. Il rejeta la question et ordonna à Xavier de passer à autre chose. Mais Xavier ne le fit pas. Il prit une inspiration et leva les yeux vers le tribunal. Il rappela à la cour, calmement mais avec force, que la falsification de preuves, surtout dans le cadre d'une enquête fédérale, n'était pas une simple faute. C'était un crime. Il déclara que l'écart d'horodatage ne pouvait être que le résultat d'une tentative de piéger Cairo Bennett, et qu'une telle invention ne pouvait provenir que de l'intérieur même de l'agence. Le marteau claqua si fort que le sténographe fut secoué. Le juge Kellerman lança un avertissement formel. La salle d'audience s'agita, des murmures s'élevant comme un vent s'élevant de la galerie. Au fond, un homme en costume noir se pencha vers son poignet, murmurant dans un micro-cravate. La sécurité se déplaça le long des murs. Quelque chose s'était déclenché. Une alarme invisible. Une déviation de procédure constatée et signalée. 4 étages plus haut, dans une salle de visionnage restreinte, verrouillée par des serrures biométriques, le sénateur Jonathan Wexley était assis dans un fauteuil en cuir, son regard passant des images du procès à un homme mince à ses côtés. Cet homme, debout dans un uniforme gris orné d'un amas de rubans, était le général Mark Burke, chef du Cyber Command et architecte de l'opération Granite Dome. Wexley ne sia pas en se penchant vers Burke. Il parlait à voix basse, son ton était glacial, maîtrisé ce garçon. Aucun des deux ne parla de ce qu'ils savaient tous deux. L'intégrité du procès n'avait jamais été l'objectif. Il ne s'agissait pas d'innocence ou de culpabilité. Il s'agissait de silence. 2 semaines plus tôt, loin des caméras et de la presse, sous les néons bourdonnants de la base militaire de Fort Garner, un autre garçon avait été interrogé. Pas Cairo, mais Theo Carter. Il avait 15 ans, un prodige à part entière, et le meilleur ami de Cairo depuis l'enfance. Génie discret,
Plus perspicace que la plupart des ingénieurs 2 fois plus âgés que lui, Théo était tombé sur un serveur de stockage alors qu'il cartographiait les vulnérabilités d'une ancienne application gouvernementale. Ce qu'il avait découvert n'était pas seulement irrégulier, c'était mortel. Cette nuit-là, des gardes traînèrent Théo dans une pièce anonyme sous le complexe du serveur. Ensanglanté mais provocateur, il refusa de déverrouiller les fichiers cryptés. Le général Burke avait assisté à l'interrogatoire lui-même, debout derrière un miroir sans teint. Théo n'avait pas craqué. Il avait disparu cette nuit-là, sans rapport, sans casier judiciaire, sans appel à sa famille. Disparu, tout simplement. Et en son absence, une petite clé USB était apparue dans le casier de Cairo, glissée sous une pile de manuels scolaires avec une seule note collée dessus. « Si je disparais, prévenez le monde entier. » Cairo l'avait lu en silence, sans larmes, juste de la détermination. Il passa la semaine suivante à décoder ce que Théo avait laissé derrière lui. Les dossiers contenaient des preuves brutes, clips vidéo, notes internes, rapports expurgés, tous plus accablants les uns que les autres. On y trouvait des documents détaillant des expériences secrètes sur des mineurs détenus, des tests psychologiques poussés au-delà des limites légales et des programmes militaires utilisant des jeunes incarcérés pour mener des frappes virtuelles sous de fausses identités numériques. Le joyau de la couronne, l'opération Granite Dome, une initiative classifiée visant à radicaliser des jeunes défavorisés par le biais de forums idéologiques fabriqués, pour finalement les recruter dans des unités de cyberguerre par procuration sous couvert de réhabilitation. Mais Cairo avait commis une erreur. Il avait essayé de faire ce qu'il fallait. Il avait empaqueté les documents, nettoyer les métadonnées, acheminer le signal via des terminaux publics et des routeurs de café. Il l'avait envoyé anonymement à 2 journalistes et à un groupe de surveillance internationale. Les documents ne leur sont jamais parvenus. Mais son nom a atteint les listes de surveillance fédérale en moins de 12 heures. Maintenant, il était là. Et la salle d'audience, sans le savoir, se trouvait au bord d'un abîme bien plus profond que le sort d'un seul garçon. À la fin de la 2e semaine, Xavier Maris déposa une requête sous scellé en rejet immédiat pour faute professionnelle du procureur et falsification de documents médico-légaux. Le juge fixa une audience à huis clos, même si son visage trahissait clairement qu'il en avait déjà rejeté le bien-fondé. Mais Xavier était acharné. Il prépara des documents supplémentaires, commença à construire une chaîne médico-légale alternative et catalogua chaque anomalie apparue lors de la communication préalable. Il resta tard dans son appartement cette nuit-là, empilant des preuves sur son bureau, comparant les sauts de ligne et le code hexadécimal, scrutant chaque octet de la dernière transmission de Théo. À 3h12, ses lumières s'éteignirent. Quand il atteignit le salon, l'appartement avait déjà été cambriolé. Il n'y avait aucun bruit, juste une sensation de présence. Un mouvement qui ne laissait aucune trace, si ce n'est une perturbation. Des dossiers avaient disparu. L'ordinateur portable, brisé au sol. Les tiroirs retournés. La clé USB avait disparu. C'était une intervention chirurgicale, pas un cambriolage, un avertissement. Xavier fixait les décombres, le pouls serré derrière les côtes. Il savait ce que cela signifiait. Quelqu'un d'assez haut placé pour passer outre un scellé fédéral. Quelqu'un avec une portée, une autorisation, un mobile. Il s'habilla néanmoins le lendemain matin, noua sa cravate d'une main tremblante, emporta la copie de sauvegarde de la requête et sortit, déterminé à arriver au palais de justice avant 8 heures. Mais le destin, par sa volonté, s'en mêle. À 7h32, un marshal fédéral dans un SUV quelconque le fit signe devant son immeuble. L'uniforme était impeccable. Le visage inconnu. On lui tendit un bloc-notes. Il y avait eu une erreur administrative, expliqua le marshal. Sa salle d'audience avait été déplacée dans l'annexe du centre-ville pour des raisons de sécurité. Il devait la suivre immédiatement. Xavier hésita, mais seulement un instant. Quelque chose clochait, mais le procès ne pouvait pas attendre. Il entra. 38 minutes plus tard, il arriva dans un bâtiment vide. Pas de salle d'audience.
pas de personnel, juste des portes verrouillées et un terminal de réception hors service. De retour au palais de justice principal, le juge Kellerman ouvrit l'audience. L'accusation annonça qu'elle était prête. La table de la défense était vide. Cairo se tourna vers les portes, sachant que Xavier ne serait pas autorisé à les franchir. La requête fut rejetée sans débat. Le procès-verbal mentionna la défaut de comparution de la défense. La salle d'audience continua, mais le combat avait changé. La véritable bataille ne se résumait plus aux requêtes déposées ni aux preuves présentées. Elle résidait désormais dans les souvenirs de Cairo et dans ce que le monde ferait s'il trouvait un moyen de les raconter. La voix de l'huissier résonna comme un coup de pistolet, brisant le silence. « Elijah Maris ». Un frisson de malaise parcourut la salle d'audience. Tous les regards se tournèrent vers l'arrière lorsque les portes à deux battants s'ouvrirent en grinçant. Un homme grand et nerveux, vêtu d'une combinaison de prisonnier orange délavé, s'avança d'un pas traînant, les mains entravées, les chevilles cliquetant à chaque pas. Deux gardes armés le flanquaient comme des ombres. Elijah Maris, le frère cadet de Xavier, dont il était séparé, avait été une étoile montante, un ingénieur logiciel prodige, recruté dès sa sortie du lycée par le Service national du renseignement. Mais après son arrestation soudaine pour accès non autorisé et complot contre l'État, il avait disparu de la scène publique. Pendant des années, il n'était guère plus qu'une note de bas de page dans des dossiers classifiés et un murmure de rumeurs. Maintenant, ses yeux cernés et son visage décharné portaient le poids de secrets enfouis depuis longtemps. Il ne regarda pas autour de lui, ne reconnut personne, pas même Xavier. Son regard restait droit devant lui, fixe, vide. Mais sous cette carapace, quelque chose brûlait. Lorsqu'Elijah monta à la barre, même l'air de la salle d'audience semblait hésiter. Sous serment, il ne broncha pas. Il n'a pas monté les choses. Il a explosé. L'opération Granit Dome n'est pas une théorie. J'ai contribué à la construire, et je l'ai sabotée quand j'ai compris ce qu'elle était vraiment. La salle a explosé. Certains ont haleté. D'autres ont juré entre leurs dents. Les journalistes, venus s'attendre à une nouvelle journée de procédure, tapaient maintenant furieusement, les doigts tremblants. Le juge Kellerman s'est figé au milieu d'une phrase, la mâchoire entr'ouverte, incapable de dissimuler le tremblement qui le traversait. Les avocats ont échangé des chuchotements frénétiques. Les jurés avaient le regard fixe comme s'ils venaient d'être entraînés dans une guerre pour laquelle ils ne s'étaient jamais engagés. L'onde de choc déclenchée par Elijah ne pouvait être contenue par les murs ni par les règles de bienséance. C'était la vérité crue, laide, dangereuse, indéniable. Il a continué sans ciller. Elijah a tout décrit. Comment, sous couvert de programmes de mentorat, le gouvernement avait infiltré les communautés marginalisées, ciblant les garçons doués en leur promettant éducation, stage en technologie et service national. Mais ces programmes étaient un mensonge. Au lieu de cela, les garçons furent recrutés dans des filières d'entraînement clandestines, soumis à un lavage de cerveau, surveillés, dépouillés de leur identité et utilisés comme des pions intraçables dans des cyberopérations qui n'étaient pas censées être découvertes. Les soi-disant attaques voyous, imputées à ces jeunes recrues, avaient été préparées à l'avance, conçues pour justifier des budgets de défense gonflés, des extensions clandestines de la surveillance et la réduction au silence de la dissidence interne. Il nomma des noms, des dates, des lieux. Xavier ne cligna pas des yeux. L'équipe de défense resta figée, abasourdie. Les procureurs chuchotaient entre eux avec véhémence, tâtonnant déjà pour changer de stratégie. Le juge Kellerman tenta de maintenir l'ordre, de reprendre le contrôle, mais chaque mot prononcé par Elijah dénouait un fil de la légitimité du tribunal. Le masque de la justice routinière s'effritait un peu plus à chaque phrase. Et puis, juste au moment où la tempête semblait atteindre son paroxysme, Elijah laissa tomber le dernier morceau. La clé USB n'avait pas disparu. Des halètements retentirent à nouveau.
Pendant des semaines, les deux parties avaient supposé que la seule preuve matérielle, une clé USB contenant des fichiers accablants, avait été perdue ou détruite. Mais le ton d'Elijah changea alors. Ce n'était pas de la bravade, c'était une certitude silencieuse, sismique. Cairo la téléversa sur un serveur décentralisé avant le début du procès. Il en programme la publication. À cet instant précis, un léger bourdonnement parcourut la salle d'audience tandis que les écrans derrière le bureau de l'accusation s'allumaient. Un écran, puis deux, puis les 12. Les lumières de la salle clignotèrent. L'huissier tendit la main vers son écouteur. Même les gardes s'agitèrent, mal à l'aise. Soudain, les murs qui avaient isolé le courant électrique devinrent des écrans pour la révélation de l'incident. Des courriels apparurent d'abord, des communications internes entre de hauts responsables militaires et des entreprises de défense, décrivant les menaces inventées et les directives d'entraînement. Puis arrivèrent des notes de service, estampillées de mentions confidentielles, détaillant la portée de l'opération Granite Dome. Les fichiers vidéo s'accumulèrent, enregistrements cachés, aveux, briefings qu'aucun civil n'était censé voir. Et enfin, le tableur. Des dizaines de noms défilaient sur les écrans. Des colonnes listaient des juges, des politiciens, des officiers militaires, des entreprises donatrices. Les montants versés, les opérations approuvées, les infractions. La salle d'audience sombra dans le chaos. Les halètements se transformèrent en cris. Les journalistes se levèrent, leurs téléphones pointés vers les écrans. Les jurés se regardèrent, incrédules. Le visage de Kellerman devint blême, ses lèvres pincées en une ligne exsangue. Mais ce n'était pas fini. Depuis la galerie, un homme en uniforme se leva. Des étoiles argentées brillaient sur ses épaules. Le général Burke, chef du commandement stratégique, et l'un des architectes de Granite Dome. Sa voix résonna dans la salle, aiguë et paniquée. « Coupez !» Il se tourna vers ses assistants. Les marshals s'élancèrent aussitôt, se précipitant vers les écrans, tentant de couper le courant, protégeant les câbles avec leur corps. Mais il était trop tard. Les fichiers n'étaient plus contenus. Le réseau décentralisé avait fait son travail. Il avait reproduit les données sur des milliers de nœuds, chacun se propageant déjà sur les réseaux sociaux cryptés, les médias et les bases de données publiques. Xavier revint dans la salle au moment même où le chaos éclatait. Sa démarche était calme mais déterminée. Les journalistes se pressaient autour de lui, brandissant téléphone et appareil photo. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. La vérité avait déjà éclaté. Les documents divulgués étaient désormais entre leurs mains, envoyés directement du dépôt anonyme de Cairo. Devant le palais de justice, le bruit des sirènes se mêla à un autre, plus fort. Des milliers de personnes scandaient, criaient, réclamaient. Des manifestants remplissèrent les marches. Beaucoup brandissaient des photos de leurs fils disparus, d'autres brandissaient des pancartes faites main. « Fini les avenirs volés, dénonçons le Granite Dome, justice pour nos garçons. » À l'intérieur, le juge suspendit l'audience. Il ne frappa pas son marteau. Il ne prononça pas un mot. Il resta simplement debout, le visage impassible, sa robe lourde, et commença à descendre du banc. Mais Xavier n'avait pas fini. Il se tourna vers lui, la voix basse mais ferme. Il ne posa pas de questions. Il fit une déclaration. « Vous ne vous récusez pas à votre honneur? Les documents montrent que vous êtes salarié de Granit. » Kellerman ne répondit pas, ni par un déni, ni par l'indignation. Il marqua une pause d'une demi-seconde, scrutant la salle du regard. Les murs désormais braqués contre lui, la galerie enflammée de fureur, le système tout entier qu'il croyait contrôler s'effondrant sous ses pieds. Puis, sans un mot, il franchit la porte latérale et ne revint jamais. Le tribunal se réunit de nouveau en urgence juste après l'aube, ses fenêtres encore humides de la pluie qui avait déferlé sur la capitale pendant la nuit. Au fond de la salle, les équipes de télévision encombraient la galerie d'objectifs immobiles. Les journalistes tapèrent furieusement sur leurs claviers, mais personne n'osait parler. L'air intérieur était glacial, chargé d'un silence à la fois sacré et étouffant.
Chacun attendait le verdict, les conséquences, la suite. Le juge titulaire s'était récusé. À sa place se tenait un homme dont la réputation se passait de préambule. Le juge fédéral Alan Briscoe, rappelé à la retraite pour cette seule audience, était tristement célèbre dans de nombreux circuits pour n'avoir jamais cédé aux pressions politiques. Il avait jugé des criminels de guerre, interrogé des milliardaires et contraint des membres du cabinet à témoigner publiquement, rien que son regard. Il entra alors d'un pas vif, les cheveux gris lissés et la mâchoire serrée comme du béton coulé. Pas de robe, juste un costume sombre qui lui allait comme une armure. Sa seule présence apaisa les murmures dans la salle. Il prit place, les yeux scrutant la pièce avec la précision clinique d'un chirurgien préparant une incision. Le banc devant lui ne portait qu'un seul dossier. De l'autre côté de l'allée, la défense était assise, les mains jointes. Cairo Bennett, alors âgé de 17 ans, se penchait légèrement en avant, les paumes posées sur ses genoux, immobile. Son avocat commis d'office, Julian Ortega, lui jeta un coup d'œil, mais Cairo ne le regarda pas. Il regardait droit devant lui, le banc, le dossier, le moment qui lui avait été volé et qui, impossible, lui était maintenant restitué. La table de l'accusation était presque vide. Draining, le procureur qui avait monté le dossier initial, avait disparu 2 nuits plus tôt. Une mise en demeure mentionnait une « urgence familiale », mais les agents fédéraux avaient déjà retracé son vol jusqu'à une piste d'atterrissage isolée en Arizona. Le général Burke, ancien directeur du programme Granite Dome et figure de l'ombre derrière une grande partie du financement classifié, avait été arrêté par la police militaire à Fort McHenry. Son arrestation n'avait pas été annoncée publiquement, mais une photographie, floue et granuleuse, circulait sur des chaînes cryptées, le montrant escorté dans un étroit couloir par 2 policiers armés. Son expression était indéchiffrable. Le sénateur Wexley, architecte de la loi qui avait donné carte blanche à Granite Dome, a diffusé une vidéo préenregistrée sur les réseaux sociaux dénonçant l'instrumentalisation des fuites et de la surveillance illégale. Mais avant même la fin de la diffusion de la déclaration, une seconde vidéo a fait surface. Celle-ci montrait le sénateur à l'intérieur d'archives fédérales sécurisées, donnant un ordre verbal à 2 membres du personnel. Ces mots étaient clairs. « Brûlez tout ce qui est lié à Dome ». L'horodatage datait de 3 jours. Dans la salle d'audience, Briscoe a tapoté le dossier, une fois du bout de son stylo. « Ce tribunal » a-t-il déclaré d'une voix égale, mais sans embâge, constate que les accusations portées contre Cairo Bennett sont non seulement infondées, mais que ces poursuites sont le résultat d'abus systémiques, de manipulation de preuves et d'une conspiration criminelle s'étendant à des fonctions militaires, politiques et judiciaires. Un silence. L'atmosphère s'est resserrée. Par conséquent, a poursuivi Briscoe, l'affaire est classée sans suite. M. Bennett est exonéré de tous les chefs d'accusation. Le marteau est tombé. L'écho résonna comme le tonnerre sur les murs de marbre. Les journalistes se levèrent d'un bond. Des éclairs explosèrent comme un second lever de soleil dans la salle. Ortega se pencha en arrière, la bouche entr'ouverte. Cairo ne bougea pas, il ne parla pas, pas tout de suite. Un tremblement lui parcourut les épaules, ni de peur, ni de soulagement, mais quelque chose de plus brutal, de plus lourd, comme s'il essayait d'expirer un poids qu'il portait depuis si longtemps qu'il ne se souvenait plus comment respirer sans lui. Mais la justice ne fut pas rendue sans bruit. Cette nuit-là, alors que la ville se préparait aux émeutes, aux réjouissances, voire aux deux, un incendie se déclara au palais de justice. Il prit naissance au sous-sol, où les salles d'épreuve étaient fermées par des portes biométriques. L'alarme resta silencieuse. Lorsque la fumée atteignit les étages supérieurs, les flammes avaient déjà consumé 2 décennies de documents. Les sauvegardes numériques avaient été corrompues quelques jours plus tôt. Les pompiers arrivèrent trop tard pour empêcher l'effondrement de l'aile est. Les médias parlèrent d'une panne électrique présumée. Mais au matin, les enquêteurs fédéraux chargés des incendies criminels avaient confirmé la présence d'accélérateurs.
de points d'allumage contrôlés, de minuterie. Tout avait été planifié, coordonné. Une purge. Parmi les disparus se trouvait Xavier Maris, l'homme qui avait témoigné contre le programme Granite Dome, dont la documentation interne avait révélé des sites noirs, des extractions de données non autorisées sur des mineurs et des profils comportementaux par IA avaient disparu. Il avait laissé sa chambre d'hôtel déverrouillée. Son téléphone était resté sur la table de nuit. Un demi-verre d'eau se trouvait à côté, intact. Aucune trace de lutte, aucun témoin, aucun corps. Dans les jours qui suivirent, les gros titres passèrent violemment de la célébration à la paranoïa. Les forums de conspiration fleurirent sur Internet. On demanda qui avait orchestré l'incendie, qui avait aidé Xavier à disparaître, qui d'autre figurait sur la liste. Mais Caïro survécut. Il refusa les interviews, refusa les honoraires de conférencier, fuit les projecteurs. Lorsqu'une émission matinale nationale lui a proposé 50 000 $ pour une apparition de 5 minutes, il n'a même pas répondu. Au lieu de cela, il a commencé à apparaître dans des endroits inattendus, de petites bibliothèques d'Oakland, des foyers pour jeunes de Saint-Louis, des sous-sols d'écoles de Wilmington. Il parlait doucement, toujours sans notes, et seulement à ceux qui voulaient bien l'écouter. Les enfants étaient assis en tailleur sur le linoléum froid pendant qu'il leur racontait ce qui s'était passé, non pas comme un avertissement, mais comme un miroir. Il leur disait qu'ils n'étaient pas seuls. Il leur expliquait que les systèmes ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Ils se fissurent lentement, sans que personne ne regarde. Il leur disait qu'aucun secours n'arriverait, qu'ils étaient les seuls, et donc ils écoutaient. Non pas parce qu'il les rassurait, mais parce qu'il disait la vérité. Le genre de vérité qui vous serre la poitrine, qui vous brûle les oreilles, des heures après l'avoir entendu. Le genre qui n'avait pas besoin d'approbation pour être vrai. N'est jamais retourné à l'école, ni l'ancienne, ni la nouvelle. Mais dans chaque endroit qu'il visitait, quelqu'un disait plus tard qu'il avait laissé quelque chose derrière lui. Livres marqués, feuilles pliées, livres écrits au marqueur sur un bureau de bibliothèque. Parfois, ce n'était rien de plus qu'une phrase. Parlez avant qu'on vous réduise au silence. Pendant ce temps, à Washington, le groupe de travail fédéral lançait son enquête. Les assignations à comparaître pleuvaient comme du fait. Certains responsables démissionnèrent discrètement. Certains furent inculpés. D'autres disparurent pour des postes de consultants à l'étranger ou furent réaffectés à des programmes dont personne ne put nommer le nom. Les audiences continuèrent, le silence aussi. Et quelque part, au cœur de Washington, sous un immeuble voué à la démolition, un garçon était assis dans une pièce aux volets clos entourée d'écrans. Il s'appelait Théo. Il n'avait jamais rencontré Caïro, mais il avait suivi chaque diffusion, décortiqué chaque fuite. Il savait ce qu'on lui avait fait et à quoi il avait survécu. Et maintenant, tandis que ses doigts parcouraient un clavier fissuré, un message apparut dans le coin de son terminal crypté. Simple, clignotant. Pour Théo, pour nous tous, à ton tour maintenant. Il le lut une fois, puis une autre. Puis il ferma les yeux. Dehors, la ville bourdonnait de puissance et d'oubli. Mais ici-bas, dans le silence, quelque chose de nouveau avait commencé.